représente l'après, Antoine Alibert pour les écologistes et qui représente le candidat tête de liste David Béliard, Jean-Christophe qui, comme moi, est porte-parole de Paris Collectif, Karim Ziavi qui représente le candidat socialiste Emmanuel Grégoire, qui est adjoint au sport de proximité et lui-même candidat tête de liste dans le 17e arrondissement, Laura pour les victoires populaires, Anthony Rodriguez qui représente l'ENFP et les jeunes du NFP, et nous avons également Karine Porte pour Utopia. Voilà. Et donc tous ensemble, on tenait à vous accueillir ce matin pour un moment chargé d'espoir, qui on l'espère sera plein d'effets positifs pour la gauche parisienne, puisque nous nous associons aujourd'hui pour porter et vous annoncer officiellement le lancement d'une plateforme programmatique pour la gauche parisienne en vue des municipales 2026, dont les travaux débuteront à la rentrée 2025, en septembre 2025. On va bien sûr revenir dans le détail sur cette plateforme, ses objectifs, son fonctionnement. Mais avant cela, ça nous semble important peut-être de redonner un mot sur Paris Collectif, sa démarche, car ça va vous permettre de voir dans quelle dynamique de co-construction cette plateforme s'inscrit, dynamique de co-construction et même de rassemblement. Donc Paris Collectif, mouvement que ce matin Jean-Christophe Tagavi et moi-même sommes chargés de représenter, c'est un mouvement citoyen qui s'est lancé officiellement en septembre 2023 avec un objectif clair, celui de construire un projet pour Paris de justice sociale, de transition écologique et de démocratie. Et notre souhait, c'était de faire un peu différemment de ce qui se fait habituellement dans l'univers politique. Notre souhait, c'était de se donner le temps, 2 ans, pour construire ce projet en associant toutes les personnes qui vivent et font vivre le territoire au quotidien. Et par là, j'entends aussi bien les habitants que les usagers du quotidien, que les acteurs issus de la société civile organisée, les associations notamment, et évidemment les acteurs politiques locaux. Trois enjeux à lancer une telle démarche de co-construction, de rassemblement, de convergence. Le premier, celui d'être vecteur d'émancipation populaire, c'est-à-dire qu'on avait à cœur de donner les moyens aux citoyennes, aux citoyens de prendre la main sur les cours des choses, de nouer et de se saisir pleinement de leur pouvoir d'agir, de décider. Deuxième enjeu, celui de participer au renouvellement des pratiques politiques et d'imprimer durablement de nouvelles pratiques politiques et démocratiques. Et enfin, troisième et dernier enjeu, celui de rassembler. Tout ça dans un contexte marqué à la fois par une urgence sociale évidente pour un certain nombre de franges de la société, franges qui en plus tendent à s'élargir, et dans un contexte également marqué par la structuration et la montée de la droite et de l'extrême droite. Face à ces deux urgences-là, le besoin de faire ensemble, de faire front commun, pour reprendre les expressions chères au NFP, Nouveau Front Populaire, était absolument évident. Je laisse la parole tout de suite à Jean-Christophe pour raconter, illustrer un petit peu comment on a procédé pendant ces 2 dernières années pour justement rassembler, co-construire, et on enchaînera avec la plateforme. Merci Princy. Bonjour à toutes et à tous. Alors très brièvement, pour revenir sur la démarche de Paris Collectif, concrètement, on a mis en œuvre une démarche en 3 étapes, diagnostic, proposition et portage. Alors concrètement, pour construire ce diagnostic avec, comme le rappelait Princy, le plus grand nombre, on a décidé d'aller dans les quartiers populaires depuis septembre 2023 à la rencontre de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui malheureusement sont trop souvent invisibles et inaudibles dans le débat public. Et c'est comme ça qu'on a récolté la parole de plus de 1500 habitants à travers à la fois 600 entretiens et 50 rencontres de proximité qu'on a appelées des j'irai débattre près de chez vous, qui se tenaient vraiment au pied des immeubles, dans les centres sociaux, dans les cafés associatifs, dans les squares, etc. Et puis, parallèlement à ce diagnostic citoyen, on a organisé plus de 25 auditions collectives d'environ 300 associations et syndicats pour à chaque fois comprendre plus finement les besoins et les aspirations qui commençaient à émerger de la parole citoyenne. Et donc en tout, sur cette phase de diagnostic, de septembre 2023 à décembre 2024, en 16 mois, on a construit un diagnostic de Paris vu par plus de 1500 habitants et 300 associations, syndicats, qui ont fait émerger 7 grandes priorités pour Paris, telles que le logement, les mobilités, le lien social ou encore la démocratie.
Alors, une fois qu'on a eu ce diagnostic, commençait pour nous une deuxième étape, celle des propositions, à partir de janvier 2025, où là, une fois de plus, on avait vraiment à cœur d'associer le plus grand nombre à la construction de ces réponses et de ces solutions. Et donc, pour ce faire, on a organisé 12 ateliers de propositions qui ont rassemblé non seulement les habitants, les associations et les syndicats, mais d'ores et déjà des membres et des représentants de tous les partis politiques de la gauche et de l'écologie, de Place Publique au NPA. Et c'est comme ça que dans ces 12 ateliers, on a eu plus de 500 participants qui ont construit 500 premières idées qui apportaient des premières réponses aux grandes priorités. Alors, une fois qu'on a eu ces 500 idées, plutôt que de les retravailler tout seul dans notre coin, on a décidé de retourner dans les quartiers à la rencontre de plus de 700 habitants pour leur faire connaître ces idées et leur demander leur avis. Lesquelles sont pour eux importantes, lesquelles sont moins importantes, lesquelles doivent être supprimées, lesquelles doivent être modifiées. Et c'est comme ça qu'on est passé de 500 idées à aujourd'hui plus de 200 propositions qui répondent donc aux 7 priorités. Donc là, aujourd'hui, on a terminé cette phase 2 de propositions. On a un diagnostic et 200 propositions qui ont été co-construites par 3000 habitants et organisations. Et la question qui se posait pour nous, c'était comment on fait en sorte que ces propositions deviennent, entre guillemets, la boussole de la prochaine mandature, qu'elles se transforment bel et bien dans des politiques publiques effectives à partir de 2026. Et puis, comment, au-delà de ces propositions, la méthode pour les co-construire, l'écoute active, aller vers, inclure tous celles et ceux qui sont concernés, comment cette méthode devient, entre guillemets, la nouvelle manière de gouverner la ville à partir de 2026. Et donc, c'est pour ça que pour cette troisième étape, celle du portage, qui commence aujourd'hui, avec tous les partenaires qui se reconnaissent dans la démarche et dont on partage les mêmes valeurs, les mêmes objectifs, on avait à cœur de lancer cette plateforme programmatique pour repartir de ces propositions citoyennes, repartir des propositions que toutes ces organisations ont également en leur sein, et construire un projet commun de mandature. Mais du coup, je vous laisse peut-être... Oui, et donc effectivement, pour porter ensemble cette parole citoyenne et puis surtout pour lui donner la possibilité de se déployer dans le cadre de la prochaine mandature, le lancement de cette fameuse plateforme dont on vous parlait en introduction à partir de septembre. 3 objectifs pour cette plateforme. Le premier, mettre en dialogue toutes les forces vives de la gauche et écologiste parisienne, les mettre en dialogue autour des propositions citoyennes qui ont émergé au cours des 2 années et voilà. Deuxième objectif, créer un socle de propositions partagées. À partir de ces propositions, on va tâcher de venir tous ensemble, fort de notre expertise, les muscler, mais aussi les compléter des travaux que chaque parti, chaque organisation conduit dans sa chapelle. On sait que, et je laisserai les organisations ici en parler, chaque organisation mène des travaux depuis 2 ans pour, là encore, faire émerger des orientations, un programme pour le Paris de demain. Donc, mettons tout ça au pot commun. Et troisième objectif, par ce dialogue, par ce travail partagé, créer les conditions d'un rassemblement pour les élections municipales de 2026. Donc, à l'automne débuteront travailler des propositions partagées. On cherchera ensuite à discuter ensemble du récit qu'on porte ensemble pour Paris et on verra ensuite dans quelle configuration, quel périmètre on vient porter ces propositions et ces orientations. Je vous propose maintenant que nous avons introduit et mis en perspective cette plateforme de céder la parole évidemment aux co-porteurs de la plateforme. Alors, je vais peut-être commencer par les personnes qui sont à ma droite, voilà, et puis on fera circuler le métro. Alors. Merci, mais promis, l'objectif de cette plateforme, c'est de garder la ville à gauche. Donc oui, effectivement, j'ai été présenté, je suis Antoine Alibert pour les écologistes. Écoutez, nous, on est ravis de participer à cette initiative ce matin. C'était une forme d'évidence, c'était une évidence puisque nous, quand on a lancé nos travaux programmatiques en interne, qui s'appelait Commun Commune, c'était exactement le même moment où vous étiez en train de lancer la plateforme Paris Collectif. On avait même eu l'occasion de vous inviter, vous y aviez répondu, on vous en remercie, à venir présenter votre démarche. Et puis, cette démarche, elle avait permis en 2020, si on prend un peu de recul, parce que je crois que ça s'est inspiré d'initiatives qui ont été réussies en 2020, par exemple à Poitiers, qui s'appelait Poitiers Collectif. C'est l'une de vos inspirations, je crois, qui ont permis de faire élire Léonore Monconduit et qui a un excellent mandat à son actif.
Effectivement, vous l'avez rappelé en introduction, il y a une nouvelle donne à Paris. Il y a une nouvelle donne climatique. On l'a vécu la semaine dernière, on le savait, mais ça va s'aggraver si on ne fait rien et si on n'a pas capacité de mieux faire dans la prochaine mandature. Il y a une nouvelle donne sociale avec plus de 10 ans de macronisme qui ont mis les finances de la ville pour partie et injustement à sec et qui sont en train de casser les précarités nationales. Et si la ville fait beaucoup pour essayer de résister, continuer à proposer des services publics de qualité, il va falloir qu'on invente des nouvelles formes de solidarité. Et je crois que les premières propositions qui ont émergé de votre diagnostic le démontrent. Et puis, il y a une nouvelle donne politique. Il y a une nouvelle donne politique à gauche. On l'a vu l'année dernière, quand toute la gauche est rassemblée, on n'est pas juste en position de défense, on est en position de conquête à Paris. On a gagné des circonscriptions l'année dernière et je pense que si on part unis autour de propositions concrètes, qu'on arrive à challenger, on peut même gagner des arrondissements sur la droite. Mais cette droite, c'est aussi ça l'aspect de la nouvelle donne politique. On le voit en ce moment avec les polémiques qu'ils essayent de faire naître sur le projet caché des salles de consommation à moindre risque. Elle ne va reculer devant rien pour essayer de provoquer l'alternance et elle ne reculera devant rien, y compris potentiellement s'allier avec la pire des extrêmes droites, où on dit souvent que cette pire des extrêmes droites arrive par l'ouest, ce sont les zémoristes, mais on sait aussi que pour plein de raisons, elle s'ancre à l'est, sur les quartiers, dans les quartiers périphériques, le long du boulevard Davout, pour citer le 20e, même si on est beaucoup ici du 20e à lutter pour redonner l'espoir. Et je vais conclure là-dessus. Je crois que c'est ça que Paris Collectif a réussi à faire, qu'on partage, d'où notre présence ici nombreux et nombreux, c'est d'associer les citoyens. Il ne s'agit pas simplement de faire une alliance de partis et d'étiquettes. Il faut aussi provoquer le renouveau citoyen. Et nous, c'est ce qu'on a vu dans le diagnostic que vous nous avez présenté hier au soir et on vous remercie. C'est pour ça qu'on participera à cette plateforme. C'est ce qu'on avait vu au moment du NFP, plein de personnes qui se sont engagées pour la première fois en politique. Et nous, le projet qu'on a défini et voté la semaine dernière, les écologistes, il s'appelle le Paris du partage. Donc, c'est les propositions qu'on va apporter à cette plateforme pour challenger les propositions ensemble. Et c'est ce qu'on a ressenti nous aussi dans les démarches qu'on a fait dans les quartiers quand on a testé nos propositions. C'est que les Parisiens et les Parisiennes, ils ont envie de partage. Ils ont envie de partager des idées, partager des discussions, partager le pouvoir, partager l'espace public, bref, partager une aventure commune pour garder cette ville à gauche et surtout faire encore mieux que ce qu'on a fait depuis 25 ans dans cette majorité sortante. Et je crois que cette majorité a la vocation à s'ouvrir et c'est un peu ce qu'on va pouvoir préfigurer sur le fond grâce à Paris Collectif, qu'on remercie d'avoir réussi à organiser cette conférence de presse et de lancer cette plateforme. Merci Antoine. Daniel. Bien, mais bonjour à toutes et à tous. Donc Daniel Simonet, moi je suis venue avec Laurent Sorel pour représenter l'après Laurent Sorel qui est conseiller de Paris et moi j'ai été conseiller de Paris pendant un certain temps et aujourd'hui député. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est vraiment un grand bravo et félicitations à Paris Collectif parce que vraiment c'est un succès votre démarche, vos paris ont été remplis les uns après les autres et c'est pas fini votre aventure. Mais moi je suis admirative du travail qui a été réalisé. Je suis une convaincue et une passionnée de l'éducation populaire et de la nécessité d'aller vers et de pouvoir créer des dynamiques collectives citoyennes. Et la démarche que vous avez lancée de co-construire un projet municipal, pas simplement avec ceux qui seraient d'ores et déjà entre guillemets conquis et qui se déplaceraient à une réunion, mais en allant vers, en faisant du porte-à-porte, en faisant des micro-réunions et puis des gros événements, en essayant vraiment aussi des méthodes qui permettent en petits groupes de pouvoir libérer la parole. Enfin, tout ce travail-là, moi je sais l'énergie que ça a dû demander et je suis aussi admirative du résultat puisque nous avons eu une réunion hier soir où vous nous avez permis de pouvoir confronter nos réflexions de militants politiques ou de militants associatifs et syndicalistes par rapport au travail collectif citoyen qui avait été réalisé. Et c'était vraiment respect parce que c'est du travail très très conséquent. Et c'est d'autant plus important pour nous que c'est ça la base. Si on souhaite que Paris soit une ville qui réponde aux besoins sociaux et aux urgences écologiques des Parisiennes et des Parisiens, il faut que son programme il soit co-construit par les Parisiennes et les Parisiens. Voilà, c'est une question démocratique fondamentale que cette
méthode que celle que vous avez prise. Et puis aussi parce que on va pouvoir voir à chaque étape, vous savez, la presse, on s'est constitué en parti politique pour être au service de la question de l'unité, d'une stratégie unitaire nationale pour pas avoir l'extrême droite au pouvoir, et qui se décline aussi au niveau municipal, à la fois parce que c'est les élections un an avant les présidentielles, et que la culture de l'unité dans ces municipales sera nécessaire pour alimenter une culture unitaire à l'échelle nationale, pour que la gauche soit réunie et empêche l'extrême droite de passer. Mais nous sommes aussi convaincus que sur la base d'un programme qui tourne le dos aux politiques libérales, qu'on peut être capable d'avoir une unité utile. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va bien voir à la rentrée, sur le programme, les absents qui n'étaient pas là hier soir et qui ne sont pas là aujourd'hui, comment vont-ils analyser ce programme? Parce que je pense que ce programme est en capacité de montrer que l'unité de la gauche et des écologistes à Paris, c'est tout à fait possible. Parce qu'il n'y a pas dans ce travail-là d'éléments de désaccord profond qui justifieraient qu'on puisse être désunis et prendre le risque que Rachida Dati me fasse main basse sur Paris. Et moi, je développerai juste 2 axes, ce qui ne veut pas dire que tous les autres sont pas importants, mais il y a une question principale pour moi qui est la question du logement à Paris. Vraiment, c'est la plus grande des préoccupations. Comment faire de Paris une ville où les classes populaires, celles qui bossent à Paris, eh bien, puissent soit rester vivre à Paris, soit revenir vivre à Paris. Comment faire en sorte que Paris cesse d'une ville qui, finalement, exclut une partie de sa jeunesse. Comment faire en sorte que l'errance à Paris, l'errance urbaine, ait enfin une réponse à la hauteur de ce que doit être le respect et la dignité des droits fondamentaux en République et dans la capitale de la République. Et je pense par exemple aux mineurs non accompagnés pour laquelle nous portons la question de la présomption de minorité pour qu'ils cessent d'être chassés de Paris. Mais la question, c'est aussi comment les familles à Paris, dès qu'elles ont un enfant supplémentaire, sont pas obligées de quitter Paris parce qu'il n'y a pas de taille de logement accessible avec des loyers abordables. Donc cette question du logement, vous la traitez énormément parce qu'elle a été énormément traitée par les Parisiennes et Parisiens, parce que c'est la première préoccupation. Et je dirais qu'il y a aussi une préoccupation qui est celle des services publics. Pour satisfaire l'ensemble des besoins sociaux et écologiques, il faut des communs, des services publics. Et ce que nous souhaitons porter dans cette bataille, c'est l'enjeu de ne plus céder un seul service public aux intérêts privés et d'être dans une logique, y compris de reconquête des services publics pour ceux qui ont pu être cédés au privé. Puis je vois que la semaine dernière, la question du crématorium, qui était une bataille sur laquelle vraiment on s'était nous impliqués dans les formations dans lesquelles nous étions auparavant, contre la privatisation du crématorium du Père-Lachaise, eh bien je remarque, hélas, nous avions raison. Parce que le crématorium va revenir sous gestion publique, mais avec un risque du coup, en termes de procédure judiciaire, un risque de coût pour la ville, enfin voilà. En tous les cas, je ne serai pas plus longue, j'ai déjà été trop longue, mais je pense que c'est vraiment la démarche sérieuse, constructive, et qui permet de montrer que la question de l'unité politique, c'est une question de volonté politique. Et là, je pense qu'on a un programme qui mérite de continuer à être travaillé, bien évidemment, mais qui doit être en capacité de prouver que l'unité est possible à Paris pour gagner. Merci Daniel, vas-y Julien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Julien Layan, je suis chef de file pour Génération. Je tiens également à remercier Paris Collectif pour ce travail précieux, ambitieux, qui a été co-construit avec les citoyens, avec des associations, avec différents membres de partis. Et c'est un travail qui, je pense, est précieux à mettre au commun à gauche aujourd'hui. Également sur cette volonté et cette stratégie de rassembler toute la gauche et les écologistes. C'est à l'image aujourd'hui de ce que veulent les Français et les Françaises de gauche, puisque je rappelle que 80% des Français de gauche aujourd'hui sont favorables au rassemblement de la gauche et des écologistes. Et nous, c'est un combat qu'on porte depuis notre fondation en 2017 par Benoît Hamon, celui du rassemblement de la gauche et des écologistes. Non pour le plaisir de se rassembler, mais puisqu'il y a des urgences. Une urgence climatique, on l'a vu avec cet épisode de canicule à Paris. Nous devons continuer d'adapter notre ville au dérèglement climatique, c'est-à-dire en végétalisant davantage notre ville, en réduisant la place de la voiture, de rénover nos bâtiments. On a vécu des épisodes où moi dans mon appartement il faisait 36 degrés, enfin c'était quand même assez extraordinaire. Et il y a besoin de continuer ce combat pour faire de Paris une ville encore plus écologique.
Ça a été rappelé aussi, mais il y a une urgence sociale. Nous sortons de 10 ans de macronisme qui ont tout ravagé, ravagé nos solidarités, ravagé nos services publics, et qui cherchent toujours plus à mettre en concurrence les uns et les autres. Et donc, face à cette urgence sociale, au fait que Paris devient de plus en plus cher, ça a été rappelé sur le logement, mais en général, le coût de la vie, nous devons agir encore davantage. On ne peut plus se satisfaire d'une ville où ceux qui la font vivre ne peuvent plus y habiter. Enfin, il y a l'urgence, bien sûr, démocratique, avec une montée de l'extrême droite, de ces idées. Le gouvernement auquel appartient Rachida Dati a quand même comme ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, qui, je le rappelle, a organisé dans les différentes gares aujourd'hui des rafles de personnes sans papier, demandant aux uns et aux autres de dénoncer son voisin. Et c'est dans ce contexte politique que nous évoluons. C'est pour ça que nous devons être encore plus responsables, parce que nous avons l'histoire qui nous regarde, et cette droite traditionnelle est complètement trumpisé. Voilà, ça a été dit sur les questions des fake news, sur les salles de consommation à moindre risque. Et voilà, la progression de ces idées d'extrême droite, de ce racisme, doit nous mettre nous mettre encore plus au combat qu'on ne l'est aujourd'hui, et nous pousser à ce rassemblement pour faire en sorte que Paris reste une ville solidaire, accueillante, antiraciste, et ça doit être l'enjeu de cette élection. Donc nous porterons au débat différentes propositions que nous avons élaborées, que nous mettrons au pot commun de ce débat à gauche, et en ayant toujours, en tout cas pour nous, à cœur le rassemblement de la gauche et des écologistes, qui est aujourd'hui une urgence au vu des constats et des urgences de notre époque. Merci Julien. Mathieu, je te laisse la parole. Merci. Alors d'abord, je suis ému. À chaque fois que je viens dans une réunion de Paris Collectif, je suis ému. Donc moi, je représente à nous la démocratie, et je veux tout de suite, si tu me permets, corriger une petite erreur de datation, parce que ce processus, en fait, il n'a pas commencé en septembre 2023. Il a commencé de mémoire en décembre 2018, avant les élections de 2020, où avec, je les vois dans la salle, Sylvain, Thomas, d'autres, David, Fanny, on avait déjà essayé de lancer ce processus. Ça n'avait pas fonctionné, et je dois dire que je partage cette admiration. Je la situerai à un autre endroit. C'est la capacité que vous avez eue de ne pas commettre les erreurs que nous avions commises la première fois. Et ça, c'est vraiment une grande leçon en politique, parce que les gens foncent toujours dans le même mur. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Donc à chaque fois que je vois ce mouvement avancer, grandir en cheminant, je suis très ému, et c'est extrêmement sincère. Alors à l'époque, l'époque a changé. C'est vrai que l'époque a profondément changé, elle s'est profondément détériorée, il faut le dire. À nous la démocratie, nous on s'est fondé en 2016 autour de la question de la démocratie plus directe. On est en plein dans le sujet, et l'idée c'était que pour faire face aux grands défis actuels, écologiques, sociaux, il fallait que les modalités démocratiques changent, se transforment. On ne pouvait plus avoir un représentant qui, dans son coin, pouvait décider souverainement de tout. C'était pas possible. Mais aujourd'hui, même cette forme minimale de la démocratie, elle est en danger. C'est-à-dire un représentant élu qui rend un petit peu quand même des comptes, qui a des valeurs humanistes, au moins, sinon écologiques. Et ben ça, c'est très gravement en danger, tu l'as dit à l'instant. Et la réponse qu'il faut apporter à ça, c'est la même. C'est un approfondissement des formes. C'est pas se crisper sur la petite démocratie dont nous disposons maintenant. Alors c'est pour ça que à la démocratie, bien sûr, complètement, totalement, naturellement, on s'est inscrit dans cet acte 2 de Paris Collectif. Et moi, je situe notre position sur la suite. C'est-à-dire que souvent, et de plus en plus, on verra au moment des municipales, des municipalités qui diront on va vous écouter, on va construire un diagnostic, des propositions, et puis après, une fois qu'ils seront élus, le ton peut possiblement changer. Nous, à nous, la démocratie, on veut se poser comme garant du fait que ce qu'on a dit qu'on ferait, on le fera effectivement. Et puis l'autre suite que je veux signaler, c'est la présidentielle. Il y a des fois que le philosophe Pascal disait qu'il faut parfois appeler Paris Paris, puis parfois la capitale de la France. Voilà. Donc ce qu'on fait ici, je crois que ça peut aussi être exemplaire pour un processus qui nous emmènerait vers la présidentielle, qui emmènerait aussi toutes les communes qui se seront engagées dans une démarche similaire vers la présidentielle,
avec un programme de transformation institutionnelle, je vais dire dans l'autre sens que certains, possiblement, mais institutionnel, écologique et social très fort, co-construit, et dont vraiment la personne qui serait portée à la présidentielle serait simplement le porte-parole. Donc voilà, moi j'ai des ambitions très très fortes pour Paris Collectif, je suis très content d'être là, et encore une fois très ému, et merci vraiment à vous pour votre travail. Mathieu Nyongo, pour À nous la démocratie. On continue par là, peut-être avec vas-y Karim, et puis on poursuivra. Ça marche. C'est là-bas. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Karim Zadi, je suis candidat chef de file pour le Parti Socialiste dans le 17e arrondissement. À côté de ça, je suis aussi élu en charge du sport de proximité à la ville de Paris, donc je suis dans l'exécutif municipal sortant. Je vais pas redire tout ce qui vient d'être dit, que je partage. Moi, j'ai accepté aussi, personnellement, mais aussi on est plusieurs au Parti Socialiste à soutenir la démarche de Paris Collectif parce qu'on pense que c'est complémentaire avec ce que font en ce moment les partis politiques où il y a des ateliers de co-construction, il y a un travail sur un programme pour les prochaines élections municipales. Et je pense qu'effectivement, au Parti Socialiste, il faut qu'on change de méthode, qu'on change aussi notre vision. Je pense qu'il y a beaucoup plus de convergence que de différence. Et on va avoir une élection extrêmement beaucoup plus compliquée à mon avis que les précédentes parce qu'on a une élection municipale qui est à 1 an des élections présidentielles, donc qui va être sur des thématiques nationales, pas uniquement locales. Et si on n'est pas capable en fait de se rassembler aux élections municipales, et si on perd des villes qui sont gérées par la gauche depuis 10, 15, 20, 25 ans, ce sera compliqué d'expliquer aux Françaises et aux Français qu'on veut gouverner le pays en 2027. Donc moi je soutiens cette démarche, je pense qu'elle devrait d'ailleurs exister dans toutes les villes. Moi j'ai participé à plusieurs réunions. J'ai essayé aussi dans la mesure du possible des fois de me mettre en retrait et d'écouter tout simplement des habitants, et ça m'a permis aussi de changer d'état d'esprit sur tout un tas de sujets. Alors ça a été dit, il y a la thématique du logement qui revient souvent, la difficulté de se loger, la question de la rénovation thermique des bâtiments, etc. Mais il y a aussi le besoin d'être écouté, le besoin de démocratie, et puis la rupture qu'on a visiblement aussi, que moi je peux observer avec certains citoyens, et je l'observe d'autant plus depuis la dissolution de l'Assemblée nationale l'année dernière, où on a eu dans beaucoup de quartiers populaires plus de participation que d'habitude, et finalement une déception énorme suite aux résultats et la prise en compte par le président de la République qui n'a pas tenu compte des résultats des dernières élections législatives. Et voilà, tout ça, je ferai un mini, parce que c'est pas le sujet de la conférence de presse, mais un mini point de contextualisation sur le Parti Socialiste. C'est particulier puisque vous avez peut-être dû le voir à travers la presse ou les réseaux sociaux. On sort d'une primaire interne extrêmement violente qui a duré plusieurs mois, qui a été très, je pense qu'on aurait pu s'épargner ça. Moi personnellement, j'y étais totalement défavorable, mais voilà, Anne Hidalgo ne voulait pas que Emmanuel Grégoire soit candidat à la mairie de Paris. Ça a été extrêmement violent. En parallèle, il y a eu aussi un congrès du Parti Socialiste qui était extrêmement violent aussi, mais qui a permis aussi de définir une ligne que moi je partage, qui est que en 2027, on n'aura pas de candidat socialiste à l'élection présidentielle. On essaie de trouver une candidature qui rassemble le plus possible et qu'on peut justement construire au niveau national une plateforme programmatique pour justement proposer une alternative crédible aux Françaises et aux Français. Et je pense que c'est en lien aussi avec ce que porte Paris Collectif. Merci beaucoup Karim. On poursuit donc avec Laura des histoires populaires. Oui, je vais commencer comme tout le monde par vous féliciter d'avoir réussi à ce challenge de réunir le monde politique, le monde associatif et le monde citoyen. C'est quand même suffisamment rare pour être chaleureusement salué. Nous, pourquoi est-ce qu'on a rejoint cette démarche? C'est simplement parce que aussi bien sur le fond que sur la forme, ça répond tout à fait à la fois aux enjeux du contexte politique actuel et à l'ADN donc de Victoire Populaire. On a cette conviction que pour réunir les conditions de la victoire, il faut partir unis. Et
Et Uni, c'est pas quelque chose qui simplement se décrète, c'est vraiment une dynamique qu'il faut créer. Donc il faut prendre parfois des risques ou faire des paris, comme ça a été dit. Et donc on fait ce pari avec vous et tous les autres acteurs qui sont ici, de faire donc grossir cette dynamique et la rendre à terme aussi indispensable que possible et incontournable. On rejoint aussi tout à fait la démarche d'aller vers les habitants. C'est un autre cœur de victoire populaire que de retrouver de l'engouement dans la population, renouer renouer avec donc le sens et l'importance du vote. Et donc voilà, on est ravis de participer à cette démarche, surtout dans le contexte actuel avec les risques qui ont déjà été présentés. Merci beaucoup, Laura. Anthony Rodriguez pour le NFP. Bonjour à toutes et à tous. Anthony, du coup, Rodriguez, je représente les Jeunes Front Populaire Paris. Je suis co-animateur du groupe local des Jeunes Front Populaire Paris Nord-Ouest. Pour mettre au contexte, l'association est créée en 2024 à la suite des législatives et du mouvement du NFP, issu également des premières législatives de 2022, qui s'appelait à l'époque la NUPES. Voilà, on a un nom qui pourra peut-être changer. On s'en fiche un peu du nom. L'important, c'est l'union de la gauche et des citoyens. Et donc, on est environ une petite centaine à l'échelon parisien. Et du coup, ça s'allie complètement à ce que Paris Collectif mène. Le but, c'est vraiment de réunir les citoyens, des personnes pas forcément encartées dans les partis politiques et qui ne souhaitent pas forcément s'encarter dans les partis politiques. Une jeunesse également qui parfois ne voit pas sa place dans les partis parce que n'est pas intéressée ou ne souhaite pas s'investir dans ce cadre-là. Il y a également, et j'en fais partie, des jeunes qui sont investis dans des partis. Et on permet un cadre de militantisme en dehors de cela. On s'intègre parfaitement dans le cadre de Paris Collectif et je tiens encore une fois à vous remercier pour la méthode que vous avez créée qui change complètement de ce qu'on a pu voir. Également de toutes les propositions et de la persévérance que vous avez eue parce que les ateliers, parfois, c'était quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Il fallait de la persévérance pour le faire. On y était, beaucoup d'adhérents et les jeunes y étaient. On veut aussi que la parole des jeunes puisse être portée. Une parole qui parfois est tue dans certains partis politiques ou des jeunes qui ne souhaitent pas et qui ne prennent pas la parole à cause d'autocensure certainement. Et le programme et en tout cas les propositions portées par Paris Collectif ne pourront pas être niées en 2026 puisqu'elles sont issues des propositions citoyennes venues des habitants et les habitantes. Je vois cette belle tablée qui fait chaud au cœur. Hein. On est pour l'union de la gauche et bon, tout le monde n'est pas là, mais il n'est jamais trop tard pour rejoindre le mouvement. Donc on les appelle à nous rejoindre assez rapidement pour qu'on puisse co-construire ensemble un beau mouvement pour 2026. Et les jeunes du Front Populaire continuent d'être là. On était là en 2022, on était là en 2024, on sera là en 2026 et on sera là en 2027 pour faire en sorte que pour toutes les prochaines élections, la gauche reste unie avec les citoyens, pour les citoyens, et pour faire en sorte que Paris reste à gauche. Merci beaucoup Anthony. Et on finit ce tour de table avec Karine Porte d'Utopia. Merci beaucoup d'être là parce que tu portes à toi toute seule sur tes épaules toute la frange société civile qui prend part à la démarche. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a eu à cœur de faire exister dans la démarche. Je cite par exemple le côté d'Utopia qui est quand même inscrite à nos côtés depuis le début. D'autres organisations comme la LDH avec qui on œuvre beaucoup au quotidien, des associations de locataires. On avait hier à notre table Action Justice Climat. Enfin voilà, tout ce monde de la société civile est aussi extrêmement présent dans la démarche. Donc merci de les représenter aujourd'hui. Oui, effectivement, le mouvement Utopia, donc c'est une coopérative citoyenne qui vise à développer une société solidaire, écologiquement pour l'écologie politique et conviviale. Et c'est un mouvement en fait qui soutient effectivement les dynamiques citoyennes. Et c'est pour ça qu'on est là auprès de Paris Collectif, parce que dans ces actions, effectivement, elle tient à ce que la parole citoyenne soit mise en représentation, en fait, puisse exister
et puis s'est développé et Utopia travaille beaucoup à ce que les idées puissent être transmises et par rapport à ce que défend Paris Collectif, on est totalement en accord et particulièrement avec la situation dans laquelle on est, où c'est impératif de savoir se mobiliser. Et moi aussi, je suis très très contente d'être réunie autour de vous. Victoire Populaire aussi fait un travail très important et effectivement Paris Collectif, depuis qu'ils ont engagé ce travail, on peut être qu'admiratif. Merci. Merci beaucoup. Et bien maintenant que ce tour de table est terminé, on se tient à la disposition pour répondre aux questions. Oui. Vous avez, Jacques Laquet, pardon, du journal du Grand Paris, vous avez évoqué les absents. C'est qui les absents jusqu'à présent? Alors, par déduction, on fait appel à votre fond de la déduction. Peut-être pour préciser, on est en lien depuis le mois de décembre avec l'ensemble des partis de gauche du NPA à Place Publique. Vraiment, aucun ne nous a fermé la porte et le dialogue a été possible avec tous. On espère retrouver à la rentrée à nos côtés les communistes, évidemment, Place Publique, Paris en commun, la LFI, à qui on tend également la main. Le NPA était là avec nous hier. Voilà, je pense que j'en ai. On a PEPS aussi, le parti PEPS qui est en lien avec nous, qui nous accueillait pas plus tard qu'il y a 2 semaines sur leur plateau radio. Donc toutes ces organisations politiques sont déjà en lien avec Paris Collectif, mais on espère pouvoir les compter parmi les coporteurs de la plateforme officiellement à partir de la rentrée. Deuxième question, on voit bien il va y avoir une rencontre ce midi cet après-midi entre Yann Brossa et David Veillard qui n'a pas lieu, puis visiblement il y a des malentendus, des querelles peut-être de leadership. Donc 2 questions en fait, comment faites-vous pour que la co-construction, l'aller vers, comme vous dites très bien, les citoyens puissent l'emporter sur les querelles de personnes qu'on connaît bien, qui passionnent les journalistes, etc. Première question. Puis deuxième question, entre NPA, donc vous dites d'une part, et puis la droite du PS d'autre part, il y a des conceptions, notamment sur l'économie, totalement antagonistes. Donc comment arriver à concilier à la fois les égos qui existent, et puis les conceptions économiques qui sont irréconciliables, pour dire un mot à la nôtre. Et pour éviter le plus petit dénominateur commun, dont on sait parfois que la culture du consensus aboutit, je ne parle pas français, mais auquel. Je pense que ça va être intéressant. Certaines institutions d'Île-de-France, par exemple. Là-dessus, ça serait intéressant d'entendre directement les représentants du PS, des écologistes, de l'après qui sont présents. Mais peut-être déjà, juste pour entamer la réponse, dire que déjà, premièrement, au cours des ateliers, on s'est rendu compte que finalement, il y avait plus que des petits dénominateurs communs entre tous les mouvements de gauche. D'autre part, que quand il s'agit à un moment donné de répondre aux besoins urgents des habitants qui ont pu être exprimés très directement, très facile d'avoir une qualité de dialogue entre les différents parties prenantes politiques. Et donc cette écoute force à un moment donné à la convergence et à faire front commun, à serrer les coudes ensemble pour trouver des solutions très concrètes aux besoins exprimés. Donc ça, je pense que c'est le cadre même et la méthodologie permet de créer de la convergence et de la coopération, une logique de coopération. Et ensuite, pour ce qui est du portage politique, on va laisser les camarades répondre, mais je pense que ce qui est intéressant dans le cadre de la plateforme, c'est que quelle que soit la configuration au premier tour, par exemple, on sera en capacité d'expliquer pourquoi ça a eu du sens de partir ensemble, expliquer qu'il ne s'agit pas juste d'un mariage arrangé, mais qu'il y avait bien des valeurs et des aspirations partagées sur le fond. Et à la différence, si on a des points de divergence qui ne permettent pas de partir ensemble au premier tour, expliquer pareil pourquoi, préciser qu'il ne s'agit pas juste de conflits entre personnalités, mais que effectivement il y a sur le fond des divergences et puis quand même préparer notre capacité à coopérer une fois en exercice durant la mandature. Je pense que c'est l'un des enjeux. Je laisse la parole aux représentants politiques qui sont là pour justement. Moi, je trouve intéressant de bien comprendre que la question programmatique, elle peut être éclairée justement par cette démarche citoyenne. Je vais vous donner un exemple. Hier, lorsque on a été réunis par Paris Collectif pour travailler en petit groupe sur
l'ensemble des grandes aspirations et des mesures qui étaient portées par les habitants, j'avais émis l'idée qu'il faudrait que dans les rendez-vous de la rentrée, ça puisse être complété aussi par les dossiers locaux. Parce que vous avez des dossiers locaux qui rentrent pas forcément dans un programme en tant que tel, mais des grands sujets. En ce moment, par exemple, il y a à nouveau la question de l'Hôtel-Dieu qui s'invite dans le débat public. Puisque on voit que la PHP insiste sur la privatisation d'un tiers de l'Hôtel-Dieu et voudrait faire changer à nouveau le PLU qui vient d'être adopté, le PLU bioclimatique, par les conseillers de Paris. Donc, bon, bref. Ben, une question comme celle-là, c'est intéressant de savoir quelle est la position des Parisiennes et des Parisiens. Et du coup, de voir si les composantes politiques préfèrent entendre l'aspiration des Parisiennes ou des Parisiens ou restent braqués sur d'autres positions. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas forcément d'incompatibilité quand vous dites de Paris en commun au NPA. Tout dépend ce qui va, comment chacune des composantes va devoir regarder et assumer l'attente des Parisiens. Moi, vous savez, j'ai été une élue d'opposition. J'ai été une élue d'opposition de gauche pendant plus de 2 mandatures. Et pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Dans une volonté, une aspiration à ce qu'il y ait des listes unitaires, sachant que je suis députée, donc je ne serai pas candidate. En tout cas, je ne suis pas candidate ni tête de liste sur un arrondissement ou sur tout Paris. Mais d'abord parce que les temps ont changé. Vous avez eu la victoire, entre guillemets, enfin, c'est pas la victoire, mais vous avez les bons scores de la NUPES puis du Nouveau Front Populaire qui ont montré que il y avait la possibilité d'avoir un programme national de rupture sur lequel toutes les composantes de gauche se retrouvaient et faisaient l'unité. Donc déjà, cette ligne-là l'a emporté sur la ligne libérale. Ça doit avoir une déclinaison au niveau municipal. Et au niveau municipal, je suis persuadée que les habitants, majoritairement, vont dire « Oh ben non, l'Hôtel-Dieu, on préfère que ça reste un hôpital public de proximité qui peut par ailleurs mener d'autres activités. Il peut y avoir une partie d'hébergement, des personnels soignants, des étudiants en médecine, des choses comme ça. Mais non, un restaurant 5 étoiles, on n'en veut pas. Des commerces de luxe face à Notre-Dame, on pense que dans un hôpital, c'est pas ça la priorité. Mais ça va être intéressant justement que les citoyens soient non seulement les co-constructeurs d'un programme, mais aussi les arbitres. Et on doit publiquement dire c'est sur quoi est-ce qu'on est d'accord, d'accord ou en désaccord. Qu'est-ce qui ne permettrait pas de faire l'unité? Moi, ce que j'ai le sentiment, c'est que il y a néanmoins aussi un avant et un après dans la politique municipale, entre le moment où il y avait quelqu'un comme Jean-Louis Missica qui est très influent sur cette ligne libérale de la privatisation, quelque part de l'urbanisme, et puis un après où j'ai eu le sentiment que l'équipe municipale était quand même plus dans l'intérêt général. Je ne veux pas dire que j'étais en d'accord sur tout, mais je vois se bouger. Donc je me dis que c'est le moment aussi, pour des raisons parisiennes, de pouvoir consolider. Même si nous, on va bien sûr porter des exigences. La question de la présomption de minorité pour les mineurs isolés, par exemple, c'est un marqueur pour nous extrêmement important, parce que c'est une tâche sur la ville de Paris qu'on ne protège pas les mineurs non accompagnés, et que dans le contexte de bras de fer contre les retaillots et consorts qui courent derrière l'extrême droite, c'est important que l'aide sociale à l'enfance soit respectée de manière inconditionnelle. Bon, mais en tout cas voilà, je développe pas plus, mais je pense que c'est tout à fait intéressant comme approche, et l'unité est un combat, et on va continuer d'être utile à ce combat. Antoine, Karine. Non, mais pour poursuivre dans ce que dit Daniel, de toute façon, il faut toujours commencer par les questions de fond. Il faut toujours commencer par les questions programmatiques, puisque si on ne parvient pas à minima à se mettre d'accord, et on a eu l'habitude dans la majorité sortante aussi d'acter des désaccords pour faciliter la gouvernance au long cours. Mais si on n'arrive pas à se mettre d'accord, et David Béliard le répète à loisir dans l'appel à l'unité qu'il avait lancé, qui a surpris les commentateurs, c'était pas dans l'habitude des écologistes depuis 2001, de prôner une union large dès le premier tour. Nous, on avait l'habitude de considérer que la primaire que certains appellent de leur vœu entre les partis, c'était justement le premier tour de l'élection où ils choisissaient parmi les partenaires de gauche et ensuite on se mettait d'accord. Et c'est une démarche qui peut être très saine, par ailleurs, dans une démocratie mature. Or, aujourd'hui, on voit que le risque de la division peut amener nos adversaires politiques à détricoter et à être en capacité de détricoter 25 ans de transformation. Mais ces 25 ans de transformation, ils n'ont pas été parfaits. Et vous le disiez tout à l'heure, oui, il y aura nécessairement les questions in fine d'incarnation de cette alliance qu'on appelle toutes et tous autour de cette table de nos vœux. Mais nous, on soutient du coup, effectivement, et c'est le signe de notre présence aujourd'hui, et moi je représente David Béliard à cette réunion, c'est le signe qu'il faut commencer par le fond.
Et Daniel le disait, les diagnostics citoyens qui ont été faits, les propositions qui ont été émergées et que maintenant nous allons challenger ensemble, mais toujours avec des citoyens et des citoyennes, nous permettront de mettre les curseurs. Mais au-delà des propositions, parce que c'est l'entrée citoyenne, il y a effectivement des débats. Alors il y a des propositions concrètes qui font débat aujourd'hui à gauche et peut-être avec les citoyens, nous le verrons. Daniel a cité l'exemple de la présomption de minorité pour les mineurs non accompagnés et isolés. C'est en débat aujourd'hui dans la majorité sortante, ça sera peut-être encore demain. Donc il faudra trouver des modalités pour décider et les habitants et les habitantes pourront nous aider. Moi je suis convaincu que les habitants et habitantes parisiens et parisiennes diront que c'est de l'honneur de cette ville de faire quelque chose pour des jeunes mineurs ou même tout juste majeurs qui ont eu des parcours migratoires compliqués et aujourd'hui à qui on ne refuse pas simplement des logements et de la mise à l'abri, on les sort des écoles. C'est ça aujourd'hui qui est en train de se passer, les ordres du gouvernement pour le rectorat. Mais par ailleurs, sur la démocratie, et notamment la démocratie directe, on a eu des exemples dans cette mandature. On a eu des exemples, nous les écologistes, on a été parfois un peu critiques de la façon de décider des sujets portés par la maire de Paris dans les votations citoyennes. Mais pour autant, on trouvait l'exercice pertinent. Alors il n'a pas trouvé son public. Mais les questions qui ont été posées aux habitants et aux habitantes, c'était parfois des questions faciles, mais c'était parfois des questions qui avaient un vrai sens derrière. Quand on nous propose de sortir les SUV en triplant le tarif de stationnement, on a vu des clivages se refaire, qui sont d'ailleurs les clivages un peu gauche-droite, entre les arrondissements de l'Est et de l'Ouest. Mais mine de rien, les habitants, quand on leur pose des questions, ils sont capables de prendre des décisions et de donner des avis qui vont parfois dans le sens des partis politiques, pour plus d'écologie, plus de justice sociale, parfois pas, mais en tout cas c'est le jeu et c'est ce que Paris Collectif va nous permettre de faire avec une entrée d'abord sur le fond, et bien sûr qu'on aura ensuite les questions d'incarnation et de liste à construire, mais ça ne peut que venir après. Et j'ajouterais quand même une étape intermédiaire. C'est aussi pour ça que on ne se verra pas cet après-midi, on se verra plus tard à la rentrée avec les partenaires socialistes et communistes. C'était une demande que nous on a portée avec les communistes parce que il faut aussi qu'on se parle franchement de quel sera le bon attelage pour gagner cette ville. L'attelage, c'est avec les citoyens, du renouveau démocratique, du renouveau citoyen, mais c'est aussi un élargissement de cette majorité. En tout cas, c'est la conviction des écologistes. La majorité sortante ne peut pas être celle qui permette uniquement, recroquevillée sur elle-même, d'offrir un projet à même de conserver cette ville à gauche. Et il ne s'agit pas juste d'être en défense. Il s'agit de gagner d'autres arrondissements sur la droite et de proposer un projet à la hauteur des nouveaux enjeux qui ne sont pas ceux de 2020, qui ne sont pas ceux de 2014, qui n'étaient pas ceux de 2020. Merci. Oui, Je suis désolé, moi j'ai pas parler. Je suis passé. Mais en une minute. Non, je crois pas personnellement, même si effectivement certains tiennent ce discours encore au Parti Socialiste, ça me désole, mais moi je crois pas aux gauches irréconciliables. Je pense par contre qu'effectivement il y a des différences et qu'effectivement le travail programmatique, ça peut permettre de les travailler et on a encore une fois on a plus de convergence que de différence. Vous avez parlé des questions économiques à juste titre, on pourrait prendre tout un tas d'exemples. Daniel en a cité certains, mais il y a aussi par exemple la question de la sécurité ou de la tranquillité publique. Je pense qu'on n'est pas forcément d'accord entre nous sur quel rôle, et pourtant moi je considère que ça va être un des sujets aussi de la campagne. En tout cas, ça sera l'axe majeur de la campagne de Rachida Dati, et la gauche, il faut qu'elle ait aussi des réponses à apporter là-dessus. Et on ne sera pas forcément d'accord sur quel est le rôle, quel est le périmètre par exemple de la police municipale à Paris. Voilà, et on le voit, et on voit que ce débat existe aussi dans d'autres villes. Donc moi l'objectif c'est qu'on puisse travailler un programme parce que à la fin ça fait quand même un socle. Moi effectivement je constate que dans le travail qui a été fait par Paris Collectif, il n'y a pas de choses il y a aucune proposition qui me dérange, et donc les propositions de Paris Collectif en fait j'en fais mienne, et je pense que c'est le cas pour les autres appareils politiques, et l'objectif c'est qu'on puisse construire quelque chose avec peut-être, on verra à la rentrée, peut-être certains sujets où on n'arrivera pas à se mettre d'accord, mais voilà, qui n'empêcheront pas derrière un travail. Sur la séquence de cet après-midi, j'entends ce qui vient d'être dit par mon collègue écologiste. Moi, je pense que c'est quelque chose que je m'applique aussi dans la vie. On travaille, on se rassemble avec ceux qui ont envie de se rassembler. Moi, je le dis très clairement, je ne me vois pas faire campagne avec la France Insoumise.
parce que je me vois pas faire campagne en fait avec des gens qui m'expliquent depuis des années, moi localement, et je parle bien des municipales, genre parle même pas des questions nationales, que la politique qu'on porte à Paris depuis 20-25 ans, elle est une politique libérale, de droite, etc. C'est quelque chose que j'ai souvent entendu moi, en discutant avec certains copains de la France Insoumise dans le 17e arrondissement par exemple. Donc à un moment donné, c'est pas, il sait bien aussi qu'il y a une offre politique. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, et ben les électeurs trancheront. Mais par contre, il y a aussi d'autres partis politiques qui ont envie de se rassembler à gauche. On est pour élargir le périmètre de la majorité, mais dans une certaine mesure. Et je pense que voilà, c'est tout le sujet des discussions à mon avis. Je pense qu'il y a aussi une question de personne, on va pas se le cacher, une question d'incarnation aussi. Donc vous avez dit que les médias étaient assez friands de ça, mais ça va être un peu le sujet effectivement des semaines et des semaines et des mois à venir. C'est qui incarne le mieux. Et moi, au-delà des questions personnelles, c'est effectivement comment on arrive en fait à construire quelque chose de solide. Malheureusement, moi, je suis contre la loi, la réforme PLM, mais j'ai l'impression qu'on fonce tout droit vers cette réforme. Personnellement, j'y étais défavorable. Je pense que beaucoup d'entre nous ici aussi autour de cette table. Mais si la loi passe, dont acte, il va falloir aussi s'adapter, il va falloir aussi prendre ses responsabilités et il faudra mettre son ego de côté parce que avec cette nouvelle réforme, avec un nouveau mode de scrutin avec double urne, c'est pour moi un dispositif fait sur mesure pour que Rachida Dati soit maire de Paris. Et il faut l'en empêcher à tout prix. Et du coup, il faudra que les partis se réveillent. Voilà. Merci infiniment. Et vous savez pourquoi je regarde les réunions cet après-midi, pourquoi elle est importante pour ces raisons? Alors, je viens d'expliquer. Il y a eu plus de l'AFP, Juliette Colin. Ils se sont rencontrés hier, David Guébin et David Grégoire. Pourquoi ça n'a pas eu? Parce qu'ils avaient l'air assez d'accord, en tout cas, la partie communiste, écologiste et PS, pour commencer à travailler sur un programme ensemble dès aujourd'hui, enfin dès cette semaine. On va vous Il y a eu laisser déjà répondre. des personnes. Moi, je peux dire, enfin, moi, je veux pas monopoliser la parole, mais il y a évidemment des contacts qui existent depuis très longtemps. Enfin, et déjà, Emmanuel Grégoire, ancien premier adjoint, et David Béliard, ça fait des années qu'ils se parlent, ils se connaissent très bien. Les deux sont candidats, les deux sont légitimes, les deux parlent d'union. Il y a juste une différence, c'est que pour l'instant, nous, en ce qui concerne le Parti Socialiste, on veut déjà travailler avec la gauche qui a gouverné Paris pendant 25 ans et voir déjà si on arrive à se mettre d'accord, ce qui est déjà pas facile, discuter avec le Parti communiste et les écologistes sur les municipales et partir ensemble, ça a été rappelé. En général, les écologistes aiment bien partir séparément et ensuite négocier au deuxième tour. Déjà, changement de mentalité et changement de mode de fonctionnement. On a aussi des nouveaux qui viennent et qui demandent à être respectés. Je pense par exemple à la place publique qui par exemple considère que c'est un... Donc je pense que la question c'est la question du périmètre. C'est je suis pas certain que le périmètre NFP s'applique partout au municipal. Et il y a aussi derrière, au-delà des candidats, aussi, on va pas se le cacher, les partis politiques qui au niveau national ont des stratégies propres. Je le dis peut-être en critique ou autocritique du Parti Socialiste, mais on a eu tout un débat, il y a une espèce d'obsession Parti Socialiste vis-à-vis de la France Insoumise. Au dernier congrès, on a acté à la fin du congrès qu'il n'y aurait pas d'accord national au municipal avec LFI. En fait, engagement qui, à mon avis, ne sera pas tenu, puisqu'on voit bien qu'il y a certaines villes en France qui risquent de basculer à l'extrême droite et que des socialistes font campagne avec des insoumis dans certaines villes. Et il y a d'autres villes où ça ne sera pas possible. Et du coup, le périmètre fait que, en fonction de la ville, c'est plus ou moins compliqué. Moi, je le vois un peu comme ça. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait des discussions. Visiblement, c'est reporté à la rentrée. En tout cas, j'espère qu'elles auront lieu assez rapidement et qu'on n'attendra pas. Voilà, c'est pas ma première élection municipale. Et je le dis, il ne faut pas attendre le mois de novembre, décembre pour commencer à discuter de ces choses-là. Oui, je voulais juste dire que c'est pas une équation qui doit être résolue uniquement par les partis politiques. Je pense que les citoyens et les citoyennes, ils ont aussi une voix à donner, à s'emparer de ces questions-là, à créer une pression auprès des partis politiques pour faire valoir les conditions de la victoire. Donc que nous, on continue de porter pour une union la plus large possible. Et qu'on a vu que c'était pas que des paroles en l'air. Les victoires populaires, c'est la suite de la primaire populaire. Je pense qu'on n'est pas pour rien, donc 2021, dans cet élan qui a réuni quasiment 500 000 personnes pour une union de la gauche.
Je pense que l'existence de la NUPES puis du NFP a aussi répondu à cette pression citoyenne d'union et ça continuera on continuera de porter ce travail-là avec donc les différentes associations qui cherchent vraiment à porter la voix des citoyens et des citoyennes. Ouais, moi, je vais redire ce que je disais tout à l'heure, Juliette, et je vais m'appuyer sur ce que Laura vient de dire de façon populaire. Il faut commencer par le fond, mais il faut aussi prendre ses responsabilités, comme le disait Karine. Nous, les écologistes, on a toujours pris nos responsabilités en 2001, en s'alliant au second tour avec les partenaires socialistes pour permettre l'alternance. Et je crois qu'on a tous été ravis de nettoyer les écuries d'Augias qui étaient devenues le chiracisme, le tibérisme à la ville de Paris, de produire énormément de logements sociaux, d'adapter la ville, d'avoir un programme de transformation. Et donc, effectivement, la donne politique a changé. Elle a changé à Paris avec le contexte de la droite, elle va changer avec le contexte PLM. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on soit naïf sur le risque d'alternance, mais il ne faut pas jouer à se faire peur. Mais pour mettre toutes les chances de notre côté, il faut soutenir les initiatives comme Paris Collectif, il faut s'élargir auprès des citoyens, il faut confronter nos idées, mais il faut aussi le faire avec les associations, les collectifs. Et nous, effectivement, David Belliard, les écologistes, depuis sa désignation en mars, a lancé un appel aux discussions avec tous les partenaires dans le format NFP sans exclusive, parce qu'on pense effectivement, je crois qu'on a été plusieurs autour de la table à le dire, au-delà des questions de politique pour améliorer leur quotidien, on a très peu de divergences. Et je pense que c'est la contribution que Paris Collectif va peut-être démontrer et qu'on peut faire à l'occasion de ces élections municipales, quand on arrête d'être dans de la stratégie stratosphérique pour sauver sa petite chapelle sur l'hôtel de la présidentielle qui rend tout le monde complètement taré, et qu'on s'arrête à la qualité de vie des habitants sur le terrain. Et c'est peut-être ça la chance que 2026 arrive en 2027. On peut faire la démonstration qu'en fait il n'y a rien d'irrémédiable à gauche. D'ailleurs, il n'y a tellement rien d'irrémédiable que aux élections législatives l'année dernière, on s'est mis d'accord en 3 jours sur un programme. Parce qu'il y avait déjà eu la NUPES avant, et qu'on a fait le programme du NFP en 3 jours, et qu'en 3 semaines, on a renversé la table contre l'extrême droite. Donc nous, effectivement, les écologistes ne seront pas de ceux qui lanceront des anathèmes ou poseront des lignes rouges à gauche. On souhaite commencer par le projet, c'est le sens de notre présence ici. Et du coup, effectivement, on souhaite renvoyer les discussions à la rentrée parce qu'on pense qu'il faut qu'on ait, dans le format de la majorité municipale sortante, des vraies discussions sur le périmètre qui permettra de garder cette ville à gauche, voire même, je le redis, si on n'est pas complètement con, qu'on fait un beau projet et qu'on est capable de mettre une partie de nos égos, mais c'est pas que des égos, une partie de nos lubies de côté, on peut même gagner des arrondissements face à la droite. Et donc c'est ça l'esprit de responsabilité qu'on a. Nous on souhaite que l'après soit présent, peut-être que même ça serait bien que Paris Collectif peut venir témoigner à ces moments de discussion, parce qu'il faut qu'on les continue, il faut qu'on les fasse en transparence. Et Paris Collectif va aussi nous permettre d'avoir ces discussions en transparence sur le projet, et il faudra qu'on fasse aussi en transparence, peut-être sur les questions de périmètre, et ce que seraient les vraies divergences qui nous empêcheraient de faire ensemble. Moi, sur les partis politiques, je voudrais quand même dire quelque chose. Il y a encore beaucoup de travail parce que on ne peut pas faire de l'exclusion d'une formation politique un préalable. Je veux dire 2 choses. D'abord, les partis politiques, ils sont plus ce qu'ils étaient. Ils ne peuvent plus tenir un discours qui était le leur quand ils étaient. Je crois que le plus gros c'était l'UMP à l'époque, ils étaient 300 000, ils étaient 120 000, je crois, au dernier vote. Donc, les partis ont fondu. Donc, ils n'ont plus du tout la force qu'ils avaient auparavant. Les partis classiques, j'entends. Et la deuxième chose qu'ils doivent comprendre, s'ils veulent reprendre un peu d'espace dans la vie politique, c'est qu'on n'est plus dans une logique d'offre pure. C'est les citoyens et citoyennes, ils ont contraint la NUPES, ils ont contraint le NFP. Voilà, c'est ça qu'ils souhaitent à gauche. Et c'est le problème qu'il y a à gauche à Paris, c'est un problème de mobilisation. Voilà, donc si on veut que les citoyennes et les citoyens se mobilisent, ça ne sera pas un petit truc, contrepartie, je te donne ça, je te donne ceci. Ça ne marchera pas. Parce que Rachida Dati, qui est quelqu'un d'intelligent, elle va dire ça, regardez, ils font leur petite combine entre eux, etc. Et ça démobilise le peuple de gauche. Donc je dis attention, il ne faut pas que les partis politiques classiques
s'expriment comme il y a 20 ou 30 ans. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient, et le peuple de gauche n'est plus non plus ce qu'il était. Mais le NFP, c'est récent, sauf que la donne a quand même changé plus qu'elle a fait clair quand même sur leur stratégie municipale. Donc, ça me semble suffisamment clair pour trancher la question du périmètre. Non, sur la question des camarades insoumis, moi je pense que c'est pour ça qu'il faut partir du fond et des priorités politiques, et c'est ce que je dis par collectif. Est-ce que les insoumis ou les socialistes ou place publique vont être contre l'augmentation du nombre de logements sociaux à Paris? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils vont être pour réguler le marché locatif, la spéculation immobilière? Je pense que oui. Pour davantage aller dans la transition écologique, végétaliser, réduire la place de la voiture, je pense que c'est des convergences. Donc voilà, j'invite les insoumis et toutes les forces aujourd'hui à venir se saisir du travail en commun, parce qu'il peut y avoir, il y a des convergences notables et il y a une urgence. Donc voilà, j'espère que la France Insoumise participera à ces échanges prochainement, et on peut avoir espoir qu'ils se mettent autour de la table pour qu'on puisse réussir. Voilà, nous, en tout cas, on espère pouvoir les convaincre d'être ici. Je vous propose, comme on a un certain nombre d'autres qui doivent partir, qu'on s'en tienne là pour cette conférence de presse. On reste par contre pour certains présents, donc s'il y a d'autres questions complémentaires, on peut les traiter là dans un second temps, mais sur le temps de conférence de presse, je vous propose qu'on se dise au revoir maintenant. Merci beaucoup. Et bravo à Paris Collectif.